Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Hell in a Cell 2022. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier, ça y est, c'est fait, on a passé les 2000 abonnés sur cette chaîne, c'est incroyable, je m'attendais absolument pas d'y arriver tout simplement et même d'y arriver aussi vite. Franchement, c'est un truc de fou, donc juste merci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous tout simplement, hein. Je rappelle que vous pouvez devenir un membre spécial de la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre. Mais bref, c'est un truc de fou. Et puis maintenant on est aux 2000 et maintenant objectif 3000 abonnés. Le show qui s'ouvre avec Bianca Belair, la championne de Raw qui défend son titre justement face à Asuka et Becky Lynch. Alors on a eu une construction un peu chaotique de ce combat, hein. Je rappelle que de base, on avait une histoire entre Asuka et Becky Lynch qui partait plutôt bien. Bianca Belair, elle, était sur autre chose pour l'instant. N'avait pas du tout d'adversaire. Il y a quoi? Il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Mais finalement, il y a eu l'histoire Sasha Banks, Naomi. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on devait avoir Naomi contre Bianca Belair à Hell in a Cell. Bref, les plans ont changé. On se retrouve avec un match à 3. Donc l'histoire n'a pas été complètement réussie dans son entièreté, mais je leur en veux pas vraiment parce qu'ils ont dû improviser. Et donc on a ce combat qui va durer 19 minutes. Et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Encore une fois, j'avais pas de doute. Franchement, j'avais zéro doute sur le fait que ce match soit exceptionnel. Les trois sont au sommet de leur art. Les trois sont au top de leur forme. Les trois sont physiquement affûté comme jamais. Vraiment, Becky Lynch est affûtée comme jamais. Asuka est revenue de sa blessure affûtée comme jamais. Et Bianca Belair, c'est Bianca Belair. Donc bref, je savais que ça allait être vraiment génial et je me suis régalé. Franchement, c'est 19 minutes de plaisir, de bonheur. Je trouve que les trois brillent en plus. Il n'y en a pas une qui est en dessus. En dessous, on peut penser que Asuka serait en dessous parce que elle est un peu moins bookée que les autres. Bah non, je trouve que dans ce match, elle a son mot à dire. À chaque fois qu'elle a un moment, elle brille. Je pense surtout à l'enchaînement de ses coups, voilà, de ses coups d'avant-bras qu'elle a à chaque fois. Le public s'enflamme, hein. Le public de Chicago, on va revenir beaucoup dessus, mais le public de Chicago qui est incroyable ce soir. Donc vraiment, ça marche super bien. J'y pensais parce que, encore une fois, Becky Lynch a un look à la Becky Lynch, un look bien particulier. Et Becky Lynch est exceptionnelle dans ce combat parce que elle me fait penser à une méchante de Disney. C'est-à-dire que elle est insupportable, elle est charismatique, mais en même temps, tu te dis, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là parce que elle tient, on va dire, le match à elle toute seule, entre guillemets, même si les deux autres font un super match. Mais si elle n'est pas là, ce n'est pas la même chose. Parce que le public va la haïr, le public va détester tout ce qu'elle va faire. Et chaque geste, chaque mouvement qu'elle fait va être hué, va être vraiment détesté par le public. Et elle le fait à merveille. Donc c'était vraiment super. Et j'adore la fin de match parce que finalement, tout le match, Becky Lynch essaye de voler la victoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un tombé, elle enlève l'adversaire, elle essaye de prendre le tombé à sa place. Et finalement, c'est, on va dire, Bianca Belair qui est plus maligne, qui est plus rusée que Becky Lynch, qui va prendre Becky Lynch à son propre piège. Elle va voler la victoire à Becky Lynch. 1, 2, 3, victoire de Belair. Donc il fait le tomber sur Asuka. Certains vont pas être contents parce que c'est Asuka qui prend le tombé. Concrètement, le problème c'est qu'il n'y a qu'une heel crédible en ce moment du côté de Raw, c'est Becky Lynch. Donc si elle prend le tombé, il n'y a plus rien à écrire derrière. Donc c'est très compliqué. Donc moi ça me gêne pas du tout. On va voir ce qu'ils vont donner, ce qu'ils vont faire par la suite parce que là après ce match à 3, je vois pas trop où tu peux aller. Mais bref, en tout cas c'était un superbe opener. Omos et MVP font face à Bobby Lashley, hein, dans un match handicap, un match qui va durer 9 minutes et c'est le point positif de ce match. Non, concrètement, c'est pas un mauvais match. Vraiment, c'est pas un mauvais match parce que le public est investi à 2000% derrière Bobby Lashley et c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, je pensais vraiment pas que le public allait autant investi sur un Bobby Lashley Omos MVP. Mais concrètement, je n'en avais rien à faire de ce match. L'histoire dure depuis 2 mois. J'avais pas envie de voir ça, que ce soit un match handicap, un match 1 contre 1, 2 contre 1, 8 contre 8. Non, j'avais pas envie de voir ce match-là. Cette histoire m'intéresse pas et peu importe ce qu'ils faisaient sur le ring, ils auraient pu faire un 5 étoiles, j'aurais pas été investi. Pour être très honnête, donc voilà, ça c'est personnel. Moi, j'ai pas du tout été investi, mais ce qu'ils ont fait sur le ring était correct. On a finalement un Cedric Alexander qui va intervenir dans ce match, hein, qui est
finalement, du côté de Bobby Lashley dans ce match, il va gêner Omos et MVP. Bobby Lashley va en profiter pour porter sa prise de soumission sur MVP et faire abandonner MVP. Donc victoire de Bobby Lashley. La chose à retenir aussi après le match, c'est que Bobby Lashley va brandir un faux titre qu'un des fans avait, un faux titre de champion WWE. Et Bobby Lashley clairement dit je veux ce titre, je veux à nouveau ce titre. Donc je vois bien, bon ça c'est pas que je vois mais c'est plutôt clair et net. On va je pense aller sur un Bobby Lashley possiblement challenger au titre de Roman Reigns et ça peut être intéressant, on verra bien à Raw ce que ça va donner. Mais je suis plutôt pour Lashley qui est vraiment apprécié du public là en ce moment, qui va aller affronter un Roman Reigns surpuissant qui n'a jamais de match depuis 2 mois. Et ça peut être cool. Vraiment je suis hypé par ça. Kevin Owens fait face à Ezekiel, toute cette histoire qui part juste du fait que Kevin Owens a pas envie qu'on le mente, c'est-à-dire que pour lui, Ezekiel c'est Elias, donc pour lui c'est un mensonge depuis le début. Et ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'on est sur cette histoire et c'est vraiment très très amusant, c'est vraiment très marrant. Pour le coup, je suis très content qu'on ait eu ce match en PLE parce que c'est mérité. Je trouve que par rapport au boulot qu'ils ont fait, même autour avec Alpha Academy, je trouve que c'est mérité que cette histoire se termine, je ne sais pas, mais en tout cas, et un match en PLE. Donc c'est un match de 10 minutes et c'est encore une fois très 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 divertissant pour une seule raison, c'est que Kevin Owens, quand il a envie, enfin il a toujours envie Kevin Owens, mais c'est-à-dire que Kevin Owens va tout faire dans ce match. Vraiment, je pense que Kevin Owens aurait pu catcher avec un balai, c'est cette fameuse expression, il pourrait catcher avec un balai, le match serait bon. Et là, je pense que vraiment c'est le cas. Parce que Ezekiel fait un match vraiment bon. C'est-à-dire qu'il a des choses à faire, il le fait. Voilà, point. Mais Owens va tout donner, va faire des bumps, va sauter dans tous les sens, va vraiment tout faire. Vraiment, c'est le Kevin Owens qui fait tout. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Et surtout, le public va apprécier parce que c'est le public de Chicago, c'est un public de connaisseurs. Et le public va être à fond derrière Kevin Owens, va chanter aussi pour Elias, pour Ezekiel. Enfin, c'est vraiment très amusant. L'ambiance est vraiment très cool. Finalement, Kevin Owens va remporter ce match. Et c'est plutôt la bonne chose. Je pense que c'est vraiment le bon choix. Kevin Owens qui enchaînait les défaites. Après sa défaite à WrestleMania face à Stone Cold, je pense que là c'était important pour lui d'avoir une victoire face à Ezekiel. Et on verra bien à Raw ce que ça va donner, si on va continuer sur cette histoire ou pas. J'espère pas trop longtemps non plus parce que certes c'est fun, mais il faut pas non plus que ça dure 3 mois. Judgment Day, donc Edge, Damian Priest et Rhea Ripley font face à Liv Morgan, AJ Styles et Finn Balor. Un match qui va durer 16 minutes, un match que j'attendais énormément. Là pour le coup, je trouve que l'histoire est bien écrite. Je trouve que c'est une guerre de clans, de nouveaux clans de Judgment Day face à des superstars qui se sont réunis pour l'occasion pour unir leurs forces contre Judgment Day. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Et puis en plus, l'alchimie des trois, enfin l'alchimie qu'il y a entre les trois que franchement je ne voyais pas venir entre AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan, il y en a et ça fait plaisir. Juste ça fait plaisir de voir une sorte de, c'est pas une nouvelle équipe mais un nouveau groupe de combattants on va dire qui fait face au mal qui est Judgment Day et franchement je me suis régalé là aussi sur ce match. À noter que Rhea Ripley avait une nouvelle tenue de catch, la première fois que je la voyais sans pantalon. Elle a d'ailleurs précisé sur Twitter que malheureusement une partie de sa tenue n'a pas été encore livrée, c'est-à-dire qu'elle n'avait qu'une partie de sa tenue, c'est pour ça que la tenue était un peu particulière. Bref, on verra bien ce que ça donne les prochaines semaines si elle récupère entièrement cette tenue, mais en tout cas j'ai trouvé plutôt stylé comme tenue. Et donc comme je disais, on a 16 minutes de match, et là aussi je parlais du premier match de l'opener où toutes les superstars ont brillé. Là c'est totalement le cas. Et je trouve que même Edge va faire briller toutes les autres superstars, c'est-à-dire que Edge va se mettre un peu en retrait en mode je vous laisse faire, briller les jeunes entre guillemets. Moi j'ai pas besoin de ça. Edge qui va d'ailleurs avoir besoin de ne rien faire pour être hué, pour être acclamé. Bref, c'est Edge à Chicago, donc c'était sûr que ça allait réagir de cette manière, mais ça va bien réagir pour toutes les superstars. J'ai adoré les enchaînements entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Comme quoi ça sert d'avoir des matchs avant pay-per-view entre deux superstars, que ce soit en off-show, que ce soit à Raw, même si ça c'est moins bien, mais voilà, on voit que les deux ont pu répéter en live event parce que c'était fluide ce qu'elles ont fait, c'était vraiment très propre et ça fait plaisir juste de voir Liv Morgan catcher en PLE et avoir ce genre de réaction et juste être au niveau, vraiment être au niveau. On a une fin de match qui
va faire mal pour AJ Styles. AJ Styles qui va se taper le coin du ring. Et finalement, AJ Styles qui va vraiment s'ouvrir le visage, la tête. Il y a une vidéo de lui qui le montre. Il a l'air d'aller bien. Les médecins vont le checker directement. C'est une ouverture au niveau du crâne, il me semble, du front. Mais ça a l'air d'aller pour AJ Styles et tant mieux. Bref, finalement, ça va se terminer avec un gros spear de Edge. Si je me trompe pas, oui, un gros spear de Edge sur Finn Balor. 1, 2, 3, victoire de Judgment Day. C'est le bon choix aussi, c'était le premier gros match de Judgment Day en tant que clan uni et il fallait leur donner la victoire, donc je trouve que c'est vraiment le très bon choix. Madcap Moss fait face à Happy Corbin dans un match de 12 minutes et surtout dans un no holds barred match, donc pas de règles, tous les objets sont permis, tous les coups sont permis. Je parlais de Omos, Lashley, MVP. J'étais pas hypé du tout. Là, pour le coup, c'était pareil. J'étais pas hypé du tout. Franchement, c'était la pause toilette pour beaucoup, j'imagine. On a vu beaucoup de gens dans le public aller aux toilettes à ce moment-là. Et je peux pas leur en vouloir parce que l'histoire m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéressait, c'est le nouveau personnage Madcap Moss. Voilà, il est arrivé avec une nouvelle tenue, une nouvelle musique. Voilà, il est beaucoup plus sérieux et Madcap Moss, il est très jeune et surtout Madcap Moss, il a montré de belles choses. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur Madcap Moss depuis le début parce que certes, on lui a donné un rôle qui était vraiment pas bon, de faire des blagues, c'était pas bon. Mais je trouve qu'il s'est donné toujours à 1000% et quand il a eu des matchs face à McIntyre, c'était vraiment pas mal. Voilà, il s'est toujours donné et je trouve que là encore, il se donne. C'est pas mon match préféré de l'année, ça c'est sûr, mais je trouve que c'est plutôt bien réalisé. C'est 12 minutes de match. On sort des objets, on sort des chaises. Corbin qui va bien utiliser la foule, c'est-à-dire que le public veut absolument des tables. Corbin va faire mine à plusieurs reprises de prendre des tables et finalement non, il va juste prendre des chaises. Donc voilà, il joue avec le public, donc c'est plutôt bien vu de la part de Corbin. Voilà, on joue un peu avec le public, on joue avec des chaises. Il y a surtout des gros coups de chaise de la part de Madcap Moss sur Happy Corbin qui sont très 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 violents. Vraiment, c'est vraiment de sacrés coups, vraiment de sacrés coups de chaise. Mais voilà, dans l'ensemble, je passe pas un mauvais moment. Voilà, l'histoire m'a pas intéressé, mais le match est plutôt intéressant. Et finalement, ça va se terminer avec un Madcap Moss qui se venge de toutes les saloperies qu'a pu lui faire Happy Corbin. Voilà, il va mettre une chaise sur le cou de Corbin et avec un escalier, donc il va porter un coup d'escalier sur cette chaise. Donc voilà, c'est assez violent comme coup, c'est plutôt visuellement réussi. Victoire donc de Madcap Moss en 12 minutes. Là aussi, c'est le bon choix. Je pense que Corbin va être absent quelques semaines et c'est pas plus mal. Et que Madcap Moss maintenant va se tourner, je pense, vers Money in the Bank. Theory défend son titre de champion des États-Unis face au local Mustafa Ali. Parce que oui, Mustafa Ali vient de Chicago et ça va bien aider dans ce combat parce que l'histoire entre les deux était correcte, mais de là à dire que ça me hypait pour le show, pas énormément. J'avais envie de voir ce qu'ils étaient capables de faire en pay-per-view. Mais concrètement, c'était pas le match que j'attendais le plus. Mais du fait que Ali soit un local, soit très 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 applaudi, apprécié du public, et ça rend le match plus intéressant. Une nouvelle fois, le public joue un grand rôle dans les shows. Et ça va être encore le cas. On a un combat de 10 minutes. Je pense que c'était la bonne durée. Vraiment, il en fallait pas plus, pas moins. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est un match d'euro plus, entre guillemets. Je trouve que c'est un vrai bon match de catch. On voit que Theory, encore une fois, est vraiment haut niveau, impressionnant physiquement. Et que Ali a bien répondu, même si je voyais Ali faire plus de choses. Voilà, je voyais Ali faire plus de choses. Et au fur et à mesure du match, il va les faire. C'est-à-dire qu'au début de match, je me dis, bon, si ça se finit là-dessus, c'est un peu décevant, mais finalement, non. Ali va sortir ses DDT, va sortir ses gros coups, ses grosses prises, et c'est vraiment très, très amusant. J'ai noté 2-3 trucs. Il y a un springboard Spanish Fly de Austin Theory, enfin de juste Theory, impressionnant. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais je suis toujours impressionné par cette prise. Je la trouve vraiment magnifique et vraiment bien réalisée à chaque fois. Et surtout, moi, j'ai retenu Ali qui porte le STF, donc la prise de soumission de John Cena à Chicago. Je ne sais pas si c'est symbolique ou non, parce qu'il y a plusieurs symboliques. C'est-à-dire qu'il porte cette prise de soumission de John Cena à Chicago, la ville de CM Punk. Il porte cette prise de soumission de John Cena face à Theory qui, lui, depuis des semaines, on sait, veut un match contre John Cena, que ce soit à SummerSlam ou ailleurs. Mais voilà, il veut quelque chose contre John Cena. Donc je trouve que porter cette prise à Chicago à ce moment-là, c'était plutôt symbolique et plutôt marrant. Bref, finalement, Theory va s'en sortir et va remporter ce match. C'est le bon choix, on sait c'est le moins parce qu'il est champion.
depuis maintenant, quoi, ça doit faire 2 mois maintenant qu'il est champion, un peu moins. Non, je dirais 2 mois à peu près. Et je trouve que c'était pas le moment. C'était pas le moment de le faire perdre. On se plaint que les titres changent un peu trop demain. On va pas se plaindre que Theory conserve le titre un peu plus longtemps. Et le main event, Seth Rollins fait face à Cody Rhodes dans un Hell in a Cell match. Tellement de choses à dire. Déjà, l'histoire entre les deux était parfaite. Vraiment, l'histoire était parfaite. C'est une de mes histoires préférées de ces derniers temps chez WWE. Et la conclusion devait avoir lieu à Hell in a Cell. Et là aussi, ça devait être la perfection. C'est-à-dire que terminer cette histoire qui est devenue très personnelle dans un match Hell in a Cell en enfer, bah, c'est très symbolique et c'est vraiment une fin parfaite sur le papier. Malheureusement, on a appris donc hier officiellement que Cody Rhodes s'était blessé cette semaine, je crois, à l'entraînement. Et que concrètement, je n'ai pas les détails exacts, mais il a une déchirure au niveau du pectoral droit, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien du droit. Et donc, on se posait la question, est-ce que Cody Rhodes allait vraiment être en action? Est-ce qu'ils allaient faire autre chose? Eh ben non. Eh ben non, Cody Rhodes est un malade mental. Désolé du terme, Cody Rhodes est fou. Et Cody Rhodes a décidé, concrètement c'est lui qui a décidé, on peut me dire oui pourquoi Vince l'a laissé catcher, pourquoi la WWE l'a laissé. Cody Rhodes il a écouté personne, Cody Rhodes il a dit je m'en fous, je veux ce match. Et donc au moment où Cody Rhodes retire sa veste et donc on voit cette blessure au pec, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est la première fois que je vois une telle blessure dans un match avant de commencer un match. Voilà, je suis le catch depuis quoi 13-14 ans, je suis WWE depuis 13-14 ans. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et ça m'a glacé le sang, ça m'a retourné, vraiment. Et on a 25 minutes de combat. Et concrètement, ça va être dur pour moi de parler de catch. Vraiment, ça va être très dur pour moi de parler de catch parce que c'était compliqué. Je n'arrivais pas à regarder. Je regardais, je n'arrivais pas à regarder. Parce qu'ils vont jouer sur le fait du coup qu'il est réellement blessé. Rollins va être parfait dans ce rôle. Il va faire mine de l'attaquer sur le bras. Alors on voit qu'il est très safe quand il s'en prend au pec de Cody Rhodes. Mais tout de même, il s'en prend quand même au pec de Cody Rhodes. Donc c'est violent. Ça fait mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai sonné. Concrètement, le public sur les premières minutes, il est sonné. Il se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Pourquoi tu fais ça, Cody Rhodes? Et c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi tu fais ça, Cody Rhodes? C'est-à-dire que c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Et le match est bon. Et le truc qui est incroyable, c'est que le match est vraiment excellentissime. Et c'est un match que je vais me souvenir. C'est à la fois un match que j'ai détesté, pour tout ce que. Enfin, pour Cody Rhodes blessé, en fait, tout simplement. Et un match que je vais me souvenir qui est devenu l'un de mes préférés. Vraiment, honnêtement, je ne suis pas dans l'abus. C'est devenu l'un de mes matchs préférés de tous les temps. J'ai pensé à une chose pendant le match. Je me disais, mais imaginez, je ne sais pas s'il y a des fans dans le public qui avaient 13, 14, 10 ans, on va dire. Mais tu vois Cody Rhodes qui catch avec cette blessure, mais Cody Rhodes devient ton héros. Vraiment, et je déconne pas. Imaginez-vous à l'adolescence, on va dire, ou à 10 ans, tu as un de tes catcheurs, enfin un des catcheurs dans le main event, un gros combat qui arrive et tu sais qu'il est blessé, mais énormément blessé, et il te fait cette prestation, mais il devient un héros, il devient ton héros. Et rien que pour ça, je dis chapeau à Cody Rhodes. Je pense que ça sera d'ailleurs le titre de la vidéo. Héros ou abruti, j'ai envie de dire, parce que c'est d'une bêtise sans nom de catcher avec cette blessure. C'est d'une bêtise sans nom, vraiment. Et je ne sais pas comment la WWE a pu accepter ça. Cody Rhodes a dû forcer vraiment énormément. Mais c'est un abruti et c'est un héros à la fois. Vraiment, j'ai les deux sentiments. Il y a une part de moi qui adorait déjà Cody Rhodes. Mais là, Cody Rhodes est passé à un niveau vraiment où je suis totalement fan en fait. Je suis totalement fan. Et il y a une partie de moi, allez, une minuscule partie de moi qui me dit mais quel abruti. Quel abruti. Bref, c'est dur de parler de catch après ça. Donc Seth Rollins qui va être habillé d'ailleurs comme le père de Cody Rhodes en Dusty Rhodes. Donc beau clin d'œil. On va avoir des clins d'œil aussi avec du catch old school, c'est-à-dire que les deux vont être liés avec une sorte de grosse ceinture où tu as une cloche au milieu. C'est vraiment old school et ça va permettre à Cody Rhodes de se battre avec une main contre une main parce que Cody Rhodes concrètement n'arrive pas à lever le bras. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a catché sans lever le bras droit. Ça n'a aucun sens. Et finalement, dans cette ambiance de dingue, parce que l'ambiance va se réchauffer à chaque fois, le public va commencer à se dire mais
Cody Rhodes est un malade, on va le soutenir à fond. Vraiment, c'est une légende, Cody Rhodes, on va le soutenir. Et Cody Rhodes va le faire. Cody Rhodes va remporter ce match. Je ne sais pas comment, alors qu'il remporte ce match, oui, mais qu'il arrive à, enfin, qu'il ait pu faire ce match, tout simplement, je ne comprends pas. Et il y a ces moments très émouvants à la fin de match où finalement le show va se terminer. Et il y a des gros plans sur Cody Rhodes qui en pleure parce qu'il sait qu'il va être absent un long moment. Concrètement, Cody Rhodes va être absent pendant je ne sais pas combien de temps, mais un long moment. Et Cody Rhodes qui regarde le public et qui dit je suis désolé, je suis désolé. Ça m'a brisé le cœur, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Bref, j'ai le cœur brisé après ce match et en même temps j'ai un cœur qui est plein d'amour pour Cody Rhodes. Voilà, c'est des sentiments très partagés après ce match, mais ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un moment comme ça. J'avais pas vu et vécu un moment comme ça. Bilan de ce Hell in a Cell 2022. Comme je l'ai dit pour le main event, eh ben on va s'en souvenir. On va s'en souvenir rien que pour ce main event, hein, concrètement. Mais le show dans la globalité, hein, si j'enlève un peu le main event qui est assez à part, eh ben il était bon, était bon. Moi j'avais vraiment de la hype pour ce show, hein. Je sais que beaucoup n'avaient pas de hype. Bon bah tant pis pour vous, hein. Moi j'ai de la hype donc je prends beaucoup de plaisir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment. Il y a même des matchs que je trouvais sans intérêt, et bah, ont été corrects. Donc je me suis pas ennuyé devant ce show. Et les matchs que j'attendais vraiment beaucoup ont été largement au niveau, ont vraiment été au niveau de mes attentes. Donc je me suis amusé. C'était long, hein, c'était très long. J'étais crevé. L'enchaînement NXT In Your House, puis Hell in a Cell, c'était très dur. Vraiment, c'était très dur pour moi. J'étais vraiment KO. Donc là, on va se reposer un jour férié, on va en profiter. Mais ouais, si je dois donner une note, on va être sur un bon 8 sur 10. Je pourrais aller plus haut pour le main event parce que voilà, c'est du jamais vu pour moi en tout cas. Et ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. Mais voilà, un bon 8 sur 10 pour Hell in a Cell 2022. C'est selon moi bien mérité. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de Raw. Salut, salut!